va finir là-dessus, Monsieur le Président. Effectivement, merci Yann. Je rappelle que la session, normalement, se termine à 17h. Avec le groupe Vivalto, avec le docteur Philippe Souchois, qui a un très beau cursus puisqu'il a été formé au CHU de Rouen, qui après a eu de nombreuses fonctions de gestion. Et puis le docteur Bruno Lebeau, qui est ophtalmo, et qui vont nous présenter, il a été souvent question aujourd'hui de rapport entre l'administration et les chirurgiens. Et Vivalto a particulièrement réfléchi à ce problème-là. Et je ne sais pas s'ils ont trouvé la solution miracle, mais ils vont nous la présenter. Et on force en tout cas. Et le robot. Un gestionnaire, un médecin. Un gestionnaire, médecin, mais surtout gestionnaire et un médecin. Bonjour à tous et merci, Monsieur le Président, mon cher Dominique, de nous accueillir pour vous parler effectivement d'un sujet qui nous tient à cœur à l'Académie et pour vous parler de gouvernance partagée. Il nous est paru naturel de venir à deux, évidemment, et vous permettre de voir comment on incarne finalement au sein de Vivalto Santé ce fameux concept dont vous avez probablement entendu parler, qui est la troisième voie, inventée par notre président Daniel Caille. Donc là, vous voyez sur cette diapo très rapidement la trajectoire de Vivalto Santé depuis le début, donc 2009. On peut considérer qu'on est un groupe finalement assez jeune et qui a été fondé dès le départ sur un certain nombre de postulats, de prérequis même, pour être tout à fait clair. Et dans les prérequis, il y avait cette nécessité d'établir une confiance partagée avec le corps médical, de partager la plupart des décisions qui ont permis effectivement au groupe de croître largement et rapidement pour arriver très rapidement à la situation incarnée qui en fait aujourd'hui le troisième acteur français de référence dans le secteur privé. Alors je ne sais pas s'il est commercial, s'il est à mission, s'il est autre chose. En tout cas, nous, on a privilégié le choix de vous parler plutôt de la place des médecins au sein du groupe et de la façon dont on vit effectivement cette relation particulière qui consiste à partager, à négocier, à échanger en permanence et en toute indépendance pour le développement. Donc aujourd'hui, on va vous parler de trois sujets clés, les trois marqueurs au fond de Vivalto Santé que sont l'actionnariat médical à travers sa troisième voie et qui est un vrai sujet sur lequel j'espère on pourra avoir des questions et puis évidemment cette gouvernance partagée, mais au sens opérationnel, incarnée dans le quotidien sur le terrain, et puis finalement aussi ce statut d'entreprise à mission que nous sommes les seuls dans le secteur à avoir. Pour les deux premiers points, je passe la parole à mon confrère François Bruno. Oui. Merci de me recevoir. Je suis le docteur François Bruno. Je suis installé comme médecin ophtalmologiste à Saint-Malo depuis maintenant 25 ans et j'exerce à la clinique de la Côte d'Émeraude. Et quand le groupe a été créé en 2009, ça file avec Daniel Caille, j'étais président de la CME, de la clinique de la Côte d'Émeraude. Et donc, avec les trois cliniques autres que étaient Brest et Saint-Grégoire. Et donc, à ce moment-là, il y a eu la création d'une philosophie sur le groupe. Et c'était une demande à la fois de Daniel Caille et à la fois aussi des médecins, parce qu'on était propriétaire de notre clinique et de notre outil de travail. C'était deux choses, de pouvoir garder un élément d'investissement dans le cadre de la clinique et de pouvoir continuer à diriger cette clinique avec des investisseurs, mais il fallait que les médecins aient le droit à la parole et puissent continuer à avoir leur décision par rapport au rôle. Donc ça s'est décliné sur cette troisième voie en l'actionnariat médical. L'actionnariat médical actuellement, c'est 30% d'actionnariat médical. On a exactement les mêmes actions que les investisseurs et que les cadres. Il n'y a pas de sous-holding, c'est les mêmes actions. On représente 30% de l'actionnariat, c'est plus de 1000 médecins au sein du groupe. Actuellement, il y a 3000 médecins, donc c'est plus d'un tiers des médecins sur la totalité du capital. Les co-investisseurs ont évolué au fil des années. On a toujours gardé les investisseurs originaux, qui étaient des investisseurs locaux. Arkea, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, qui nous accompagne depuis le départ.
la BNP. Ensuite est venu avec le Crédit Agricole. Ensuite, au deuxième tour, est venu la BPI avec le Mubadala et la MSCSF, qui sont des acteurs de fond sur l'avenir. Et le dernier arrivé, c'est ICA, qui, lors du dernier tour l'année dernière, est venu nous épauler. Donc, pour nous, l'actionnariat, ce n'est pas un élément financier. D'ailleurs, 2/3 des médecins ne sont pas actionnaires. Le but de l'actionnariat, c'est de garder un œil sur l'évolution, la stratégie du groupe, et ainsi d'assurer une pérennité. On est tous dans nos activités chirurgicales. Le but, on a des activités qui durent 30-35 ans. Le but, c'est de pouvoir garder une pérennité et de savoir où on va. Les évolutions au niveau business plan des différentes structures, c'est des choses qui tournent tous les 4-5 ans, tous les 6 ans. Nous, on a besoin d'une visibilité beaucoup plus longue dans nos clientèles. Et le fait qu'il y ait des médecins actionnaires, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Autre élément absolument indispensable, ça c'est mes autres collègues qui sont avec moi au conseil de surveillance actuellement. Donc on représente les différentes zones géographiques. Et ce qu'il y a de plus important là-dedans, c'est la dernière phrase. On a un droit de veto en tant que médecin sur toutes les décisions. C'est-à-dire que si à un moment, on considère que par rapport à ce que l'on veut, notre philosophie de travail de médecin libéral, une décision serait éventuellement prise d'être vendue à telle ou telle personne avec un fonds qui viendrait de tel ou tel endroit, si les médecins disent non, ça ne se fera pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a jamais eu à utiliser parce que ça ne s'est jamais fait, mais c'est quelque chose qui bloquerait définitivement toute velléité. Donc, on n'a que 30% de l'actionnariat, mais finalement, on a 100% des votes parce qu'on sait exactement ce que l'on veut et on sait exactement ce que l'on ne veut pas. L'autre élément, et on en parlait tout à l'heure, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'au départ, quand Vivalto est arrivé il y a maintenant 15 ans, ça, c'est l'élément actuel, mais au départ, il y avait le comité de direction médicale, c'était l'idée, et ensuite le comité exécutif et la commission de direction médicale, les deux en bas et en haut à droite. Le plus important pour nous, c'est en bas à gauche, c'est le comité de direction médicale d'établissement. C'est là où se fait la chaudière de Vivalto. C'est là où on porte les projets médicaux, c'est là où on le verra l'organisation, c'est là où tout se fait. Et sans ça, tout le reste, ça n'a aucun sens. Ensuite est venu le territoire et ensuite le comité médical stratégique. Donc ça, c'est l'organisation de la comité de direction médicale. En gros, vous voyez surtout les sujets principaux qui sont obligatoirement abordés. Ce n'est pas simplement des sujets métiers. Ce sont des sujets qui ont pour but de développer au niveau d'un secteur, au niveau ensuite d'une région, les projets médicaux, les porter tant au niveau financier que pour régler des problèmes avec l'ARS ou des litiges ou autres entre médecins. Donc ça, c'est déjà une slide qui date de l'année dernière. Là, on est à 100% de comités de direction médicaux dans tous nos 50 établissements actuels. Autre niveau, le comité médical médical de territoire ou CMT, c'est la même chose, mais projeté au niveau territoire pour pouvoir avoir une vision plus large des choses. On voit que maintenant, on en a déjà parlé, le territoire est extrêmement important par rapport au flux de patients. Donc ça, on s'en approche. L'élément nouveau, c'est le comité médical stratégique. C'est un élément qui est important, qui permet, avec un certain nombre de médecins, de réfléchir à l'avenir, à où on veut être dans quelques années, pour pouvoir avoir des prospectives au niveau métier par rapport à notre façon de travailler. Je laisse la parole. Dernier marqueur en fait, de notre singularité au sein de Vivalto Santé dans l'implication des médecins, c'est évidemment notre statut d'entreprise à mission qui est tout à fait particulier. Donc, je vous ai remis les obligations d'une entreprise à mission sur la droite. Là, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers du sujet, évidemment, on ne va pas les décliner. Bon, il est évident qu'il faut évidemment définir notre raison d'être. Donc, vous la voyez à l'écran, la fondée sur un partenariat original et innovant avec les médecins et un engagement fort des femmes et des hommes du groupe. Notre mission au service de tous est de soigner et d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie. Donc, vous voyez que même au sein de notre raison d'être, l'engagement de ce partenariat quasi constant et quotidien avec les praticiens est inscrit et, j'allais dire, presque gravé dans le marbre.
Il faut un comité de mission quand on veut obtenir le statut, évidemment. Et dans le comité de mission qu'on ne va pas détailler là, vous voyez que naturellement, la place des médecins n'a pas été oubliée à travers, évidemment, la présence de Michel Bourgade, qui est un de nos chirurgiens orthopédistes. Le statut d'entreprise à mission, comme le dit notre président, c'est souvent, au fond, faire acte de transparence, c'est-à-dire accepter finalement de dire ce que l'on fait et accepter d'être évalué par un organisme extérieur, donc les fameux ETI. Et donc, pour être transparent, il faut prendre des engagements. Donc, au sein de Vivalto Santé, nous avons 6 engagements déclinés en 23 objectifs opérationnels. Et comme vous le voyez à travers les engagements, là, le premier est évidemment aussi le sujet clé de notre session, puisqu'il est placer notre système de gouvernance partagé au cœur de nos activités pour répondre aux évolutions des besoins de santé. François Bruno vous a rapidement décrit là, les axes qui permettent effectivement de répondre à cet engagement-là. Les engagements 2, 3, 4, 5 et 6 impliquent tous des médecins au sens propre, 2, à travers effectivement la définition de notre offre de soins et de l'organisation qu'on veut produire, 3, à travers effectivement des dynamiques collectives pour favoriser l'inclusion professionnelle, 4, pour œuvrer à la croissance et à la performance durable, 5, pour maîtriser notre emprise environnementale. J'ai choisi en fait de vous faire un focus sur l'engagement 6, qui est celui qui évidemment mobilise le plus les énergies et qui place les médecins évidemment au cœur du dispositif. Sur l'engagement 6, donc, qui est de participer activement à la recherche et à l'innovation au profit de nos patients, de nos médecins et de nos salariés. Vous voyez là à l'écran les axes opérationnels qui sont déclinés, qui en rouge montrent aussi la représentation des médecins, donc des médecins de terrain, encore une fois, qui sont investis pour nous accompagner dans cette aventure de la recherche clinique. Alors, j'aurais pu vous faire quasiment le même discours que Myriam sur l'organisation d'ailleurs de la recherche clinique, de la formation et de l'innovation. Donc, on est aussi, nous, dotés d'un système de gouvernance et on a encadré cette activité naturellement par un groupement de coopération sanitaire, mais mes 2 confrères et néanmoins collègues comprennent évidemment le sujet. Le message peut-être à travers cette diapo qui est important, c'est de vous montrer qu'à travers le comité restreint, le conseil scientifique et le comité pédagogique, la représentation est quasiment de 100% des médecins, plus en général un cadre dirigeant du groupe. Donc on est vraiment là au cœur de ce que doit produire aujourd'hui en termes de volonté stratégique le groupe Vivalto Santé, à partir effectivement des besoins exprimés par les médecins, souvent évidemment de leur expertise, mais aussi de ce qu'ils imaginent pour le futur, parce qu'on essaie toujours d'être dans l'anticipation. Le conseil scientifique, évidemment, est constitué par, comme je le disais, des médecins, présidés par le docteur Xavier Artignan, qui est oncologue radiothérapeute au sein du groupe. Et vous voyez là, effectivement, une représentation assez équilibrée, au fond, des spécialités qui participent aujourd'hui, sur la base du volontariat, à l'activité de recherche clinique au sein du groupe. Là aussi, beaucoup de parallélisme avec mes collègues de Ramsay et d'Elsan. On considère que c'est consubstantiel de notre activité et donc on y met des moyens, évidemment, pour développer cette activité. Quelques chiffres pour vous montrer effectivement où on en est. Donc une progression effectivement sur les 5 dernières années qui montre effectivement une large part, comme souvent à l'oncologie, qui est une spécialité très représentée au sein du groupe, et puis une part non moins importante pour les autres spécialités. On voit effectivement qu'en 10 ans, on est passé de 38 études à un peu plus de 330 maintenant, avec les derniers chiffres. Donc, une progression naturellement importante, y compris d'ailleurs pendant les années Covid. Et de la même façon que ça a été montré tout à l'heure, on voit effectivement la représentation dans les différentes spécialités qui est très conforme au fait au case mix du groupe. Et donc, sans surprise, l'orthopédie, la cardiologie et l'oncologie au premier plan. Vous voyez les publications qui progressent évidemment de la même façon. Je voudrais juste signaler là d'ailleurs que sur l'urologie, qui est la 4e spécialité, on a aussi cette volonté d'avoir des projets de recherche partagés et plus œcuméniques avec le secteur privé, avec le secteur public et les ESPIC. Et donc là, on a lancé on participe pour la première fois à un projet en urologie là, qui consiste à tester un biomarqueur dans les cancers de la vessie, dont j'espère effectivement qu'on pourra démontrer assez vite la pertinence, mais surtout, on aura été le premier contributeur de cette étude nationale aux côtés de nos collègues du public et des ESPIC. Un mot rapide pour vous dire les prochaines étapes et les perspectives de ce sujet de gouvernance partagée qui place les médecins au cœur de toutes nos préoccupations et du dispositif Vivalto Santé.
Prochaines étapes, c'est bientôt, c'est demain. C'est notre premier audit d'entreprise émission en mai 2023. C'est une étape clé parce que, évidemment, là, les auditeurs externes vont venir vérifier la véracité de nos 6 engagements et de nos 23 objectifs et donc vont aller enquêter au plus près du terrain les équipes, mais aussi, évidemment, les praticiens. Et donc, ce sera un peu le juge de paix de notre première étape et j'espère qu'on obtiendra évidemment ce statut d'entreprise à mission. Je suis quasiment certain même qu'on va l'avoir, compte tenu des audits à blanc qui ont été réalisés. Dans les prochaines étapes, il y a une étape importante qui est aussi évidemment d'adapter notre modèle en Europe, puisque depuis l'année dernière, Vivalto Santé a acquis 3 groupes installés dans 5 pays, Suisse, Espagne, Portugal, Tchéquie, Slovaquie. Et donc, du coup, l'idée est aussi d'aller adapter ce modèle d'actionnariat et de gouvernance partagée en Europe. C'est d'ailleurs déjà commencé en Suisse, où on a créé le premier comité médical de territoire. Et puis, d'insister sur cette 3e voie à laquelle on est tant attaché, qui pour l'instant concerne principalement les praticiens. Mais on a déjà le projet d'une 3e voie renforcée avec 2 piliers supplémentaires. L'un qui concernera les patients, évidemment, et on a projet qui est amorcé d'expérience patient, qui verra le jour, j'espère, assez vite. Et puis, un projet pour les salariés qui sera essentiellement centré sur la qualité de vie au travail. Alors, évidemment, Vivalto Santé va poursuivre son développement en France, dans des secteurs que vous connaissez, qui sont les cliniques MCO, la santé mentale, le SMR, mais aussi, vous voyez, des activités connexes qui sont extrêmement importantes pour nous et structurantes, l'imagerie et la radiothérapie notamment. Et puis, à poursuite du développement européen, comme je vous le disais à l'instant, là, qui aujourd'hui est représenté dans 6 pays, sachant que l'Espagne, qu'on a acquis l'année dernière, vient de faire elle-même sa première opération de croissance externe. Donc, au fond, l'aventure continue et j'espère nous permettra évidemment d'insuffler la 3e gouvernance dans ces pays-là, mais aussi et surtout d'aller nous enrichir et, comme toujours, de partager pour avancer et faire toujours mieux dans la prise en charge des patients. Je vous remercie. Merci. Si vous me permettez, j'aimerais juste conclure. Ouais, je reviens en arrière. Pour quelque chose qui me semble important sur les 3 mots qui ont été mis en exergue, qui ont été choisis il y a quelques années, il y a maintenant plus de 10 ans, par nos équipes. Le plus important là-dedans, et je me rends compte de plus en plus, c'est le mot confiance. On vit actuellement, et c'est compliqué pour nous, en tant que médecins, d'avoir de la confiance. C'est de plus en plus dur. On est dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Et la défiance que l'on a, en particulier par rapport à nos managers, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public. Moi, j'ai ma femme qui est chef de structure à l'hôpital. Elle a les mêmes des problématiques de discussion. C'est de pouvoir effectivement avoir confiance en nos managers, en tant que médecins, de les comprendre, de se mettre à leur place, de pouvoir parler le même langage. Il y a eu un papier qui est sorti dans Le Monde la semaine dernière par le docteur Richard, médecin rééducateur, qui parle de cette problématique. Il faut qu'à un moment, on puisse trouver la possibilité de parler avec nos managers, qu'ils soient dans le privé et dans le public, parce que ce n'est que de cette façon qu'ils vont effectivement nous comprendre, parce qu'on a des demandes qui sont parfois brutales en tant que médecin. Et c'est ça qui, au fil du temps, va nous permettre de pouvoir développer nos établissements de soins dans le but de soigner nos patients. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir faire une équipe, et c'est un binôme. Le président de la République en a parlé, et c'est tout à fait vrai, mais c'est l'élément de confiance qui nous permettra de le faire. Merci. Bravo. C'est d'ailleurs avec ces 2 mots que j'avais introduit la séance tout à l'heure, si vous vous souvenez. J'avais parlé de mission et vous nous avez tous présenté vos missions, mais j'ai également prononcé ce mot de confiance et la question a été beaucoup soulevée. Moi, j'ai une question, alors ça tombe sur vous, mais c'est valable pour tous les autres groupes, parce que j'attendais, nous en tant que chirurgiens, que vous évoquiez également votre positionnement par rapport au risque d'événements indésirables associés aux soins, ce qui est en chirurgie quelque chose d'important. Est-ce que l'un d'entre vous a un mot à dire, un engagement particulier à souligner dans son activité, parce que c'est quand même une chose importante. Nous préparons d'ailleurs un rapport sur la question, sur le risque en chirurgie. Alors, je vois mon collègue Stéphane qui me fait signe, parce qu'il se trouve que j'ai été pendant un peu plus de 10 ans directeur de la qualité et des risques de Ramsay, donc je vais prendre les 2 casquettes, Stéphane, si tu permets. J'en dis à cet égard qu'il y a eu un arrêté, je crois, en 2010. Oui, on est préoccupé de ça et on y consacre tant chez Ramsay que chez Vivalto Santé, mais je pense que c'est la même chose pour Myriam.
beaucoup de moyens en termes de traçabilité, d'identification, qui pour nous reste un des indicateurs clés aujourd'hui pour la partie chirurgie. Donc, la question aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'on fait des résultats, je pense, qui est un vrai sujet. Clairement, en tout cas chez Vivalto Santé, c'est un sujet qu'on traite de façon très très attentive et pour lequel effectivement on décide de plans d'action en fonction des résultats qui sont obtenus et qui peuvent être très ciblés jusqu'à un établissement et jusqu'à un chirurgien ou une équipe, bien sûr. Mais oui, on est préoccupé de ça et comme chez Ramsay d'ailleurs, on avait ajouté un degré supplémentaire par rapport aux événements indésirables graves qui n'est pas imposé par la réglementation en France, mais qui était imposé en l'occurrence par les Australiens et dont on s'était inspiré, que sont les Never Event. Et donc, on est très préoccupé de piloter effectivement toute la série depuis événements porteurs de risques jusqu'à Never Event. Bien, ben, on aura l'occasion alors d'échanger C'est l'objet d'une session. et j'espère Avec des chiffres. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Je vous laisse conclure. Il y a une question à distance. Monsieur Devalet, une question, Pierre. Parce qu'on a, Oui. on a malheureusement, je suis désolé, rattrapé le retard de la première communication qui n'était pas prévue en réalité. Je serai très bref. Je voudrais savoir si vous considérez toujours que les chirurgiens des établissements privés, que j'ai été pendant 30 ans, sont toujours des chirurgiens libéraux. Je me suis aperçu juste que, par exemple, d'abord, il y a une grande inhomogénéité dans les groupes. Et je suis admiratif de ce qu'a fait Vivalto, incontestablement, beaucoup moins dans d'autres groupes. Mais je me suis aperçu que même un groupe qui n'est pas un groupe, mais cette fédération comme Santé Cité, là aussi que j'admire beaucoup, je veux dire, c'est assez amusant de voir que quand on parle de la participation des médecins libéraux, on dit les médecins libéraux, ça veut dire les médecins de ville. Et ce n'est absolument pas les médecins des établissements. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'un chirurgien qui n'a plus la main sur l'organisation du bloc opératoire, même de façon collective, disons les chirurgiens, s'ils n'ont pas la main sur le personnel, l'organisation du bloc, la répartition des plages, etc., peuvent être considérés encore comme des libéraux? Voilà, voilà. Moi, quand je me suis installé, j'avais une entreprise libérale et les cliniques, jusqu'à encore récemment, étaient en fait des conglomérats d'une certaine manière d'entreprises libérales. Chaque cabinet, en particulier chirurgical, était une entreprise à elle toute seule. Voilà. Mais maintenant, on n'est plus et tout converge vers un statut effectivement unique entre le public et le privé, avec la seule différence, c'est qu'on est complètement, on devient petit à petit en fait des agents d'exécution technique des politiques et des stratégies des groupes ou des dirigeants d'établissements. Alors, c'est une question qui s'est transformée en ressentiment, vous l'aurez compris. C'est un ressentiment qui vient d'une Est-ce que la médecine libérale est toujours la médecine libérale par rapport à la sécurité sociale? Ça, c'est un vaste sujet. Maintenant, par rapport aux établissements, moi, j'exerce ma chirurgie à l'Aix-Louis, mais j'ai mon cabinet en ville. J'ai ma propre activité, mes propres comptes, et tous mes collègues à la clinique de la Côte-des-Braudes à Saint-Malo sont exactement dans la même situation. Donc, il n'y a pas d'évolution par rapport à ce que vous avez connu. On n'est pas salarié des cliniques, et quand on fait partie du conseil de bloc, on organise les choses, et quand on n'est pas d'accord, eh ben, on fait savoir, et puis on trouve une solution. Bien, oui, il y a un élément de réponse. Oui. Santé Cité, on est des établissements gérés un peu à l'ancienne, hein, avec beaucoup de médecins libéraux qui sont parfois capital, qui sont parfois dirigeants également d'établissements de santé. On a des coopérateurs qui possèdent leur établissement, comme tu l'étais d'ailleurs, Dominique. Par contre, la particularité que nous avons aujourd'hui, c'est que les établissements sont de plus en plus gros et qu'il faut partager les ressources. J'ai un bloc opératoire qui fait 10 salles, 15 salles, 20 salles, et donc obligatoirement, on rentre dans une logique de système. Donc, on est obligé de faire des compromis, on est obligé de travailler avec les médecins, et c'est peut-être là ce sentiment qu'à un moment, le médecin n'est plus un peu totalement maître de son environnement, mais puisqu'on est simplement dans des environnements plus complexes, c'est l'évolution de nos vies. Mais en tout cas, la culture des médecins libéraux, elle fait partie
de notre savoir, de notre façon de faire. La particularité de Santé Cité, c'est un peu notre force et notre faiblesse, c'est-à-dire qu'on co-construit avec les médecins, c'est ce qui fait notre force aussi, parce qu'on est faible aussi par rapport à eux. Et donc, on est d'égal à égal finalement avec les médecins. Merci de votre réponse. Une pré-conclusion du secrétaire général. Non, ce que je voulais dire, c'est que les chirurgiens libéraux, c'est bien être exprimé d'ailleurs, s'inquiètent un peu des tailles des établissements. Alors, évidemment, ça leur donne plus de sécurité, puisque les établissements étant plus gros, ils ont plus de moyens. Mais moi, j'engage les établissements privés à faire œuvre de communication vis-à-vis de leurs praticiens. C'est-à-dire que on voit bien, vous avez parlé des investissements, ils existent, ces investissements, que ce soit financier avec du matériel ou que ce soit dans la recherche, etc. Sauf que ça ne descend pas au niveau des spécialités dans les établissements. C'est-à-dire que les urologues de la clinique Turin, par exemple, pour prendre un exemple, sachent que la chaîne de cliniques a investi dans un établissement en Seine-et-Marne, où j'en sais, un robot, et ça les dit, tiens, ils ont travaillé pour eux, un jour ils vont travailler pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de communication. Il y a des gens qui décident, on ne sait pas qui c'est, mais si on peut avoir le message que, oui, notre tour viendra, on peut attendre 2-3 ans. Un praticien libéral, quand il a son activité, il n'est pas à 24 heures près ou à 15 jours près, comme vous l'avez montré pour certains établissements. Mais pour autant, ça donne une vision, ça donne une visibilité. Quand vous êtes installé depuis 15 ans dans une clinique et que finalement vous n'avez pas d'infos parce que oui, on va peut-être faire ça, mais on ne peut pas vous dire, on ne sait pas, etc. Non, si on me dit, moi, dans 2 ans, 3 ans, je crois que c'est important pour l'interface entre ceux qui décident et qui ont les pouvoirs de décision, et c'est normal, et ceux qui font tourner la machine. Très bien. Eh bien, voilà, donc on a entendu de participation, parler de participation au service public de façon très claire et même répétée, de recherche et de partage, d'investissement, de gouvernance et de la considération peut-être renouvelée des médecins libéraux à l'intérieur des établissements et sans doute organisée entre eux aussi au niveau de l'établissement. Et je vous laisse conclure. Oui, alors je fais une petite conclusion pour dire qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai commencé mon investissement dans le syndicalisme FHP, il devait y avoir 80-85% de médecins. Et donc, il n'y avait pas de problème. Entre les médecins et les cliniques, il n'y avait pas de problème puisque le gestionnaire était médecin et il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, on doit être moins de 10% de médecins à la FHP. Au COMEX, je ne suis pas le seul, mais pas bien loin, quoi. Je dois être 2 ou 3 au COMEX. On doit être 2 ou 3 médecins à la commission exécutive. D'où l'importance de se parler. C'est pour ça qu'encore une fois, je te remercie, Hubert, je remercie l'Académie d'avoir refait cette session qui a permis de mieux montrer les gestionnaires, plus qu'encore une fois la clinique privée sous l'angle médical, performance chirurgicale des cliniques privées, mais plutôt sous l'angle des gestionnaires, de ce que pouvaient faire les gestionnaires en tant que recherche, en tant qu'interne, etc. Et espérer qu'on puisse de mieux en mieux se parler. Voilà. Merci.